Vous êtes un fonctionnaire de l'État. Pas un important. Pas invisible. Vous êtes le genre de fonctionnaire que les gens oublient dès qu'il sort du bureau. 3 ans à l'immigration à inspecter des conteneurs que personne ne veut ouvrir. 2 ans à la documentation à corriger des noms mal orthographiés sur des passeports. 6 mois dans un département qui n'apparaît pas sur le site officiel du gouvernement. Un département qui n'est pas non plus mentionné lors des repas de famille. Un bâtiment gris. Fenêtres teintées. Portes nécessitant 3 badges pour s'ouvrir. Dossiers qui n'ont jamais de nom complet. Votre travail semble ennuyeux. Bureaucratique. Votre talent ne semble pas non plus spécial. Vous ne tirez pas avec des armes. Vous ne piratez pas de système. Votre talent est autre. Patience. Vous pouvez écouter une conversation pendant 1 heure sans prononcer un mot. Vous pouvez regarder une pièce pleine de monde et vous souvenir de chaque visage des jours plus tard. Vous pouvez lire des rapports de 20 pages et détecter la seule ligne qui importe vraiment. Vous êtes un homme qui observe et attend. Vos collègues vous considèrent méticuleux. Vos supérieurs vous jugent fiable. Vous dites toujours la même chose quand on vous demande votre travail. Que vous êtes seulement un serviteur de l'État. Que vous faites juste votre travail. Rien de plus. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que le fonctionnaire qui signe des papiers le jour est la même personne qui dirige quelque chose de beaucoup plus grand la nuit. Un réseau. Une organisation. Appelée Ciel Orange. Une entreprise qui s'étend sur 3 continents. Des laboratoires cachés, des scientifiques expulsés des universités, des sociétés écrans qui transportent des matériaux officiellement inexistants. Vous ne fabriquez pas d'armes biochimiques. Vous mettez en relation les personnes qui savent les fabriquer, avec les pays qui veulent les acheter. Ces armes pourraient détruire des continents en quelques secondes. Beaucoup de vos clients sont des fonctionnaires d'autres pays qui, par précaution, veulent être préparés. Vous êtes l'intermédiaire parfait. Un homme invisible. Un bureaucrate que personne ne regarde 2 fois. Exactement le genre de personne qui peut déplacer les armes les plus dangereuses de la planète sans éveiller de soupçons. Pendant des années, le système fonctionne parfaitement. L'État vous paie pour protéger le pays. Votre réseau vous paie pour vendre au monde des choses qu'aucun pays ne devrait avoir. 2 vies, 2 visages, 2 versions de vous. La plupart du temps, ces vies ne se croisent pas, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous êtes assis dans le bureau du président, et vous avez besoin de votre propre intermédiaire pour que vos 2 vies ne s'effondrent pas. L'homme le plus puissant du pays marche de long en large dans la pièce tout en discutant avec les généraux. Et vous êtes sa main droite, son ami. La lumière du projecteur colore tout en bleu. Sur l'écran face à vous, une carte satellitaire. Un pays petit, une tache de terre presque invisible entre des frontières plus grandes. Mais pour lui, c'est une menace. « Ça suffit », dit-il. Il s'arrête devant la carte, pose la main sur la table. « Effacez-le de la carte. » L'ordre tombe dans la salle comme une pierre dans de l'eau immobile. Personne ne répond. Tout le monde sait ce que cela signifie. Une attaque totale. Des armes qui officiellement n'existent pas. Des milliers de morts en quelques minutes. Le président se tourne. Il vous regarde. Il vous regarde toujours quand il prend des décisions difficiles. Parce que vous ne réagissez pas. Vous ne discutez pas. Vous calculez simplement. « Occupe-toi-en », dit-il. Vous hochez la tête. Pas parce que vous êtes patriote. Pas parce que vous pensez que c'est juste. Vous hochez la tête parce que vous savez quelque chose que personne d'autre dans cette salle ne sait. Dans ce pays, il y a un laboratoire. Un laboratoire qui officiellement n'existe pas. Et à l'intérieur de ce laboratoire se trouvent vos associés. Les hommes avec qui vous gérez depuis des années le marché noir des armes biochimiques. Si l'attaque a lieu, non seulement ce pays disparaîtra, mais aussi votre affaire. Le président regarde à nouveau la carte. Pendant que les généraux discutent des probabilités de succès, vous vous souvenez d'un autre bureau. Beaucoup plus petit. Il y a 10 ans. Le président n'était pas président. Il était un sénateur ambitieux qui parlait de sauver le pays. Vous étiez un conseiller technique. Un homme qui comprenait les chiffres, la logistique, les systèmes militaires. C'est vous qui avez découvert comment réorganiser le budget de la défense sans que personne ne s'en aperçoive. C'est vous qui avez conçu les routes clandestines d'armement. C'est vous qui avez transformé un système bureaucratique en une machine silencieuse de pouvoir.
et il le sait. C'est pourquoi il vous fait confiance. Le président continue de parler. Il dit que l'attaque doit avoir lieu aujourd'hui, sans avertissement, sans négociation. Alors vous parlez. Vous lui dites que vous avez besoin de temps, juste quelques heures. Que vous pouvez voler jusqu'à ce pays et demander leur reddition immédiate. Les généraux vous regardent comme si vous étiez fou. Le président s'approche. 10 heures, dites-vous. Il secoue la tête. 5. Vous acceptez. Vous n'avez pas le choix. Mais à l'intérieur, vous calculez tout. Vol, route, temps, mensonge. 2 heures plus tard, votre avion atterrit. Vous regardez l'heure. 3 heures restantes. Une voiture vous attend. En avançant sur la route, vous vous souvenez de comment a commencé votre véritable affaire. Pas avec des politiciens, avec des scientifiques, des hommes brillants expulsés des universités, des experts que personne ne voulait embaucher. Vous les avez réunis, vous leur avez donné des financements, protection, marché. Ils vous ont donné quelque chose de bien plus précieux. Des armes que aucun gouvernement n'admettra jamais. Le laboratoire est caché sous une usine abandonnée. Vous ne vous adressez pas au gouvernement du pays, vous n'y pensez même pas. Vous savez exactement où aller. Quand vous entrez dans le laboratoire, tous sont assis autour d'une table ronde. Vos associés, des scientifiques, des trafiquants, des marchands du pire type d'armes qui existent. Ici, vous êtes différent. Vous n'êtes pas le fonctionnaire diplomatique. Ici, vous êtes l'homme qui paye, celui qui décide, celui que tous écoutent. Pas de salutation. Vous parlez seulement. Vous leur dites de tout emballer, de quitter le pays. Ils ont 1 heure. L'un d'eux sourit. Votre partenaire principal. L'homme qui a conçu la moitié des virus que vous avez vendus durant la dernière décennie. Il dit qu'ils le feront, mais il veut un service en échange. Vous répondez que le service, c'est vous qui le rendez déjà. Leur sauver la vie. Il reste silencieux quelques secondes, puis acquiesce. Pour l'instant, ils partiront. Ils commencent à emballer, conteneurs scellés, valises qui ne devraient pas exister. Pendant ce temps, vous passez un appel. Le président répond. Vous feignez une voix fatiguée, triste. Vous lui dites que vous n'y êtes pas parvenu, qu'il refuse de se rendre. Mais vous demandez quelque chose. 1 heure de plus avant l'attaque. Pour que vous puissiez sortir du pays. Le président accepte. Il vous fait toujours confiance. Quelques heures plus tard, vous êtes de retour. La maison du gouvernement est en chaos. Le président regarde la télévision. Un bulletin urgent apparaît à l'écran. Une attaque aux armes biochimiques. Une école. Mais pas dans ce pays. Dans le pays voisin. Enfants. Enseignants. Des centaines de morts. Le président frappe le bureau. Il dit que cela aurait pu être évité. Que maintenant ils auront une crise internationale. Et vous comprenez quelque chose d'horrible. Vos associés ne sont pas partis. Ils ont emporté l'affaire avec eux. Pendant que le président crie des ordres, votre téléphone vibre. La vibration est légère, mais pour vous elle sonne comme une alarme. Vous regardez l'écran. Numéro inconnu. Pendant 1 seconde, vous pensez à ignorer. Le bureau est rempli de militaires, conseillers et agents de sécurité. Le président marche de long en large comme un animal en cage tout en exigeant des réponses. « Comment diable cela s'est-il passé » hurle-t-il. Personne ne répond. Tout le monde regarde des cartes. Images satellites. Rapports de renseignement qui arrivent chaque minute. L'attaque à l'école vient de devenir une nouvelle internationale. On parle déjà de crimes de guerre, de riposte militaire, d'enquête internationale. Mais votre esprit n'est pas là. Votre esprit est au téléphone qui vibre dans votre main. Quelque chose en vous sait déjà qui c'est. Vous vous levez. Personne ne vous arrête. Tout le monde est trop occupé à essayer d'éteindre un incendie politique qui est déjà hors de contrôle. Vous marchez dans le couloir. Les écrans de télévision répètent la même image. Ambulance, parents en pleurs, enfants couverts de couvertures thermiques. Vous fermez la porte des toilettes. Le silence tombe brusquement. La vibration continue. Vous répondez. Vous ne dites rien. Vous écoutez seulement. Pendant 1 seconde, aucun son. Puis une voix apparaît. Calme. Sûre. Trop familière. C'est votre partenaire. L'homme avec qui vous avez bâti depuis des années une affaire qu'aucun gouvernement n'admettrait exister. L'homme qui a conçu les pathogènes vendus à 3 continents. L'homme qui, il y a à peine quelques heures,
était assis en face de vous dans le laboratoire. Il savait que vous répondriez, dit-il. Son ton est presque amical, comme s'il parlait affaires, comme si rien ne s'était passé. Vous serrez le téléphone. Qu'as-tu fait ? Demandez-vous. Il ignore la question. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour nous. Le pluriel ne vous plaît pas. Il ne parle jamais au pluriel. Cela signifie qu'il n'est pas seul. Que veux-tu ? De l'autre côté de la ligne, un petit silence. Puis il répond avec un calme absolu. Tu as 45 minutes. Il n'explique pas. Ne négocie pas. Il le dit seulement. Pourquoi ? Pour tuer le président. Le monde semble s'arrêter un instant. Non parce que l'idée soit absurde. En réalité, vous savez que non. Dans votre monde, ce genre de choses arrive tout le temps. Mais vous n'aviez jamais pensé être au milieu d'une telle affaire. Tu es fou. Il soupire. Comme s'il était fatigué de vous expliquer quelque chose d'évident. Si tu ne le fais pas, continue-t-il, nous attaquerons ta ville. Vos doigts se crispent autour du téléphone. Quoi ? Ta ville ? Maintenant sa voix est plus froide, plus directe. L'endroit où tu es né. Et à cet instant, tu sais qu'ils ne bluffent pas. Ils savent tout de toi. Parce que tu le leur as dit toi-même. Des années de dîner, des années d'affaires, des années de confiance bâties dans des pièces fermées. Ils savent où tu as grandi, où habite ta mère, où vit ton frère, où vont à l'école les enfants de tes voisins. Ton partenaire continue de parler. Nous avons préparé quelque chose de petit, quelque chose qui montrera que nous sommes sérieux. Tu t'appuies contre le lavabo, tu regardes ton reflet dans le miroir. Pendant des années, tu as pensé contrôler le jeu, que tu étais l'homme qui déplaçait les pièces. Maintenant, tu comprends quelque chose d'horrible. Les pièces peuvent aussi se déplacer toutes seules. Pourquoi ? Demandes-tu. De l'autre côté, on entend un bref rire. Parce que toi seul peux le faire. Il y a 1000 façons plus faciles. Pas pour nous. Puis il dit quelque chose qui te glace. Nous voulons que tu sois président. Tu restes silencieux. Ce n'est pas une blague, continue-t-il. Nous avons besoin de quelqu'un au sommet. Quelqu'un qui comprenne nos affaires. Quelqu'un qui nous protège. Quelqu'un qui nous permette de continuer à travailler. Tu respires profondément. Ton cœur bat fort contre ta poitrine. C'est une folie. Non. Sa voix est maintenant complètement froide. C'est une opportunité. Juste comme celle que tu as en ce moment, de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de nous dire ce que tu penses de cette grande histoire. Tu regardes la porte des toilettes. De l'autre côté se tiennent les hommes les plus puissants du pays, généraux, ministres, agents. Et au centre de tout, le président, un homme qui t'a fait confiance pendant des années. Ton partenaire reparle. 45 minutes. Je ne le ferai pas. Alors nous regarderons les nouvelles ensemble. Quelles nouvelles ? La réponse arrive sans émotion. Celle de ta ville en feu. Le silence revient. Cette fois, il est lourd, sombre. Et pour la première fois en de nombreuses années, tu ressens quelque chose que tu avais presque oublié. La peur. L'appel est coupé. Tu restes à regarder le téléphone. 45 minutes. Pour décider qui meurt. Le président. Ou tous ceux que tu connais depuis l'enfance. Tu essaies de raisonner. Tu dis que c'est de la folie. Il rit. Il dit qu'ils veulent quelque chose de mieux. Ils veulent que tu sois président. Pour gouverner depuis l'ombre. Tu dis non. L'appel est coupé. Mais tu sais quelque chose. Ils tiennent toujours leurs menaces. Tu retournes au bureau. Le président est toujours furieux. Alors tu as une idée. Tu vas à la cuisine. Tu trouves du poison pour rat. Tu le mélanges dans une tasse de thé. Tu prépares 2. Mais avant d'arriver au bureau, un garde t'arrête. Le président t'attend dans l'hélicoptère. Tu montes sur le toit. Le vent souffle fort. Les pales de l'hélicoptère tournent déjà. Le bruit est assourdissant. Les lumières de la ville scintillent en dessous pendant que les agents de sécurité maintiennent la distance. Le président est déjà là, debout près de la porte de l'hélicoptère. Il tient le téléphone en main. Il parle avec quelqu'un en regardant l'horizon. Quand il te voit, il te fait signe de monter. Tu montes. L'intérieur de l'hélicoptère sent le carburant et le métal chaud. Le pilote se tourne à peine pour te saluer. Il a de profondes cernes. On dirait qu'il n'a pas dormi depuis des jours. Tu tentes de lui offrir le thé.
Le président le refuse immédiatement. Pas maintenant, dit-il. Je n'ai pas d'estomac après ce qui s'est passé. Il se frotte le visage. Il est fatigué. Plus fatigué que tu ne l'as vu depuis des années. Le pilote, lui, regarde la tasse. Puis-je ? Demande-t-il. Tu ne t'attends pas à cette question. Tu acquiesces lentement. Il prend la tasse sans trop y penser. Merci, dit-il. Je n'ai ni dormi ni mangé depuis des jours. Il boit une longue gorgée, puis une autre. L'hélicoptère décolle. La ville devient petite en dessous de vous. Le président regarde par la fenêtre. Ça va devenir une guerre, dit-il. Sa voix n'a pas de colère maintenant. Elle est pleine d'inquiétude. Ils vont nous blâmer, continue-t-il. Ils le font toujours. Ils te regardent. Mais on va régler ça. Ils parlent toujours ainsi, comme si n'importe quel désastre pouvait être résolu avec la bonne décision, comme si le monde obéissait encore aux ordres. Ils te regardent avec un demi-sourire. C'est pour ça que j'ai besoin de toi ici. Tu ne réponds pas. Tu commences à transpirer. Tu ne sais pas combien de temps mettra le poison à faire effet. Tu essaies de te souvenir combien de temps cela prend. 5 minutes, 10, peut-être plus. Le pilote commence à respirer plus lourdement. Au début, personne ne le remarque. Puis il se mouche. « Tu vas bien ?» demande le président. Le pilote acquiesce, mais sa main tremble sur les commandes. 1 minute plus tard, ça arrive. Le pilote se penche en avant et vomit, directement sur les commandes. Le président se lève brusquement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'hélicoptère tremble. Le pilote essaie de rester conscient. Il respire difficilement. Ses mains glissent sur les commandes mouillées. « Tiens bon !» dit le président. Mais le pilote perd déjà le contrôle. L'hélicoptère descend violemment. En dessous de vous, il n'y a plus de ville. Seulement l'obscurité. Un énorme désert. Le pilote réussit à stabiliser l'appareil quelques secondes. Juste assez. L'hélicoptère frappe le sol avec force. La cabine tremble. Le moteur tourne encore quelques secondes. Puis s'éteint. Le silence est soudain, irréel. Le pilote ouvre la porte. Il essaie de descendre. Mais à peine fait-il un pas. Il tombe mort sur le sable. Maintenant vous êtes seul. Vous et le président. Le vent du désert souffle autour de l'hélicoptère. Le président regarde le corps du pilote. Confus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne répondez pas. Il vous regarde. Aide-moi à le descendre. Vous hochez la tête. Vous sortez le premier. L'air du désert est frais. Vous prenez l'arme du... Le président sourit. Salut champion. Sa voix change complètement. Plus douce, plus humaine. Oui, papa va bien. Il marque une pause. Regarde le désert autour. Je rentrerai bientôt à la maison. Il te regarde. Puis reparle. Je suis avec lui, dit-il. Avec l'homme le plus fiable de tout ce gouvernement. Il marque une nouvelle pause. Puis prononce ton nom. Je peux toujours compter sur lui. Toujours. Il se tourne. Il te voit lui pointer une arme. Pendant une seconde, il ne comprend pas. Son esprit met du temps à connecter ce qu'il voit. Puis il comprend. Le téléphone reste suspendu dans sa main. L'enfant continue de parler à l'autre bout. Mais il n'écoute plus. Il te regarde. Pas avec peur. Avec incrédulité. Comme si son cerveau refusait l'idée. « Que fais-tu » demande-t-il. Sa voix est basse, confuse. Tu fais un pas en avant. Le vent soulève le sable autour de vous. « Je suis désolé » dis-tu. Le président secoue la tête. Non. Il ne semble pas y croire. Pas toi. N'importe qui sauf toi. Pendant des années, il a eu confiance en toi. Il t'a défendu lors de réunions. Il t'a protégé des enquêtes. Il t'a donné plus de pouvoir que n'importe quel fonctionnaire ne devrait avoir. Et maintenant, tu es devant lui. Tu lui pointes une arme. Le téléphone est toujours ouvert. La voix de l'enfant se fait faible. Papa ? Le président ne répond pas. Il te regarde. Il comprend tout. Il comprend que tu as déjà pris une décision. Il comprend qu'il n'y a rien à dire. Tu prends une profonde inspiration. Pardon. Et tu tires. Le bruit du coup de feu se perd dans le désert. Le président tombe en arrière. Le sable absorbe son poids. Le téléphone tombe à côté de lui. L'appel reste ouvert. La voix de l'enfant continue de demander si son père est là. Mais tu n'écoutes plus.
Quelques heures plus tard, tu es le président. Tout se passe trop vite. Le pays est en crise. Un hélicoptère présidentiel écrasé. Le pilote mort. Le président assassiné. La version officielle se construit en quelques minutes. Une attaque, un sabotage, un acte de guerre. Les ministres t'entourent, les militaires te saluent, les caméras t'attendent. Tu déclares 3 jours de deuil national. Tu promets la justice, tu promets la guerre. Tu promets de détruire les responsables. Les caméras transmettent tout. Des millions de personnes te regardent. Tu es l'homme le plus puissant du pays. Exactement ce que tes associés voulaient. Mais pendant que tu parles, tu remarques quelque chose d'étrange. Un assistant s'approche. Il te montre son téléphone. Une vidéo. Au début, tu ne comprends pas. Puis tu la vois. C'est toi. Au laboratoire. Assis face à tes associés. En train de négocier. Parler de pathogènes, de ventes, de routes de trafic, de prix. La vidéo fuit. Les caméras restent allumées. Les journalistes commencent à murmurer. Quelqu'un lève son téléphone. Un autre aussi. Puis un autre. Tout le monde regarde la même vidéo. Ta vidéo. La vérité qui éclate en temps réel. Tu sais ce que ça signifie. Tout est fini. Le pouvoir, l'affaire, la présidence. Tu sais que dans quelques heures, ils viendront pour toi. Militaires, agents, peut-être même tes anciens associés. Tu regardes les caméras, tu regardes les journalistes, tu regardes les écrans où ton visage apparaît encore et encore. Et tu comprends trop tard quelque chose. Dans le jeu auquel tu as joué pendant des années, personne ne gagne vraiment. On survit juste un peu plus que les autres. Et cette fois, ce ne sera pas toi. Parce que maintenant, il n'y a personne qui puisse te sauver.